Je m'appelle Salah. Je suis fils de Arki. Et aujourd'hui, je voudrais commencer non pas par Messali Hadj, mais par une formule. Une formule formidable. Une formule simple. Une formule capable de tenir sur un mur, dans un manuel, dans un discours, dans la tête d'un enfant. Un seul héros, le peuple. Voilà le récit. Le peuple algérien. Uni, compact, résistant. Presque naturellement destiné à converger vers le 1er novembre 1954, puis vers le FLN, puis vers l'indépendance. Très beau, très efficace, très mobilisateur. Mais l'histoire, elle est beaucoup moins docile. Lydia Aïd Saadi a étudié précisément les manuels scolaires algériens publiés entre 1962 et 2008. Des manuels conçus, édités et diffusés sous l'autorité du ministère algérien de l'Éducation nationale. Son objet, observer comment l'école a fabriqué et transmis l'idée de nation algérienne. Et ce qu'elle met au jour est essentiel pour comprendre Messali. Pendant longtemps, l'histoire enseignée privilégie une construction nationale fortement unificatrice. Les divisions internes gênantes sont marginalisées. Les luttes FLN-MNA sont pratiquement évacuées. Les affrontements de l'été 1962 aussi. Les violences internes au FLN-ALN beaucoup moins présentes que les violences de l'adversaire colonial. Benjamin Stora résume le mécanisme d'une formule encore plus brutale. Jusqu'aux années 90, le principe directeur des manuels est celui d'un peuple algérien uni et résistant. Les dirigeants vivants, gênants ou dangereux pour le pouvoir peuvent être occultés. Voilà pourquoi je veux que nous commencions ici. Parce que lorsque l'on me répond « le peuple algérien était derrière le FLN », je demande immédiatement « quel peuple, à quelle date, dans quelle région, avec quelles organisations, avec quelle violence, avec quels adversaires, et surtout, selon quelles archives. Un peuple n'est pas une photographie de propagande. Un peuple contient des croyants et des incroyants, des riches et des pauvres, des ouvriers et des propriétaires, des oulémas, des communistes, des centralistes, des hommes de l'UDMA, des messalistes, des frontistes, des attentistes, des harkis, des gens qui passent d'un camp à l'autre, des hommes qui veulent l'indépendance mais refusent le FLN, des hommes qui rejoignent le FLN tardivement, des familles qui ne veulent rien d'autre que survivre. Cette diversité ne diminue pas l'existence d'un mouvement national algérien. Elle le rend simplement historique au lieu de mythologique. Et Messali Hadj est le test parfait. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'Algérie officielle lui rend des honneurs considérables. Un aéroport porte son nom. Un bâtiment de combat de la marine algérienne porte son nom. Mais pendant des décennies, des Algériens ont pu grandir en connaissant à peine son parcours. Un jour, dans un salon de coiffure, j'ai discuté avec un Algérien, Messali Hadj. Presque rien. Mohamed Boudiaf. Même surprise. Il me dit n'avoir véritablement découvert Boudiaf qu'au moment où celui-ci était revenu en Algérie. Je n'ai pas oublié cette conversation. Pas parce que cet homme serait responsable de son ignorance, parce que son ignorance était peut-être elle-même un produit historique. Lydia Aïd Saadi l'exprime très clairement lorsqu'elle revient sur Messali. Elle refuse de prendre pour argent comptant les jugements des anciens manuels parce qu'ils expriment, écrit-elle, la doctrine officielle des dirigeants de l'après-indépendance. Elle préfère retourner aux documents et aux archives. Voilà exactement notre méthode. Et maintenant, regardez le paradoxe. Aujourd'hui, la marine algérienne possède un sous-marin baptisé Messali El Hadj. Hier, marginalisé. Aujourd'hui, transformé en symbole militaire de souveraineté nationale. Alors, la question n'est plus « Messali était-il réellement un traître ?» L'État algérien lui-même a, de fait, largement abandonné cette lecture. La véritable question devient « Si l'État a dû réintroduire Messali dans son propre panthéon, que vaut le récit qu'il avait auparavant repoussé à ses marges? Et si celui-ci peut être corrigé sur Messali, pourquoi serait-il intangible sur le MNA, sur Melouza, sur les morts de l'USTA, sur les purges internes, sur les harkis, sur l'été 1962? Voilà pourquoi Messali pulvérise quelque chose de beaucoup plus grand que l'oubli d'un homme.
Il démontre qu'une mémoire d'État peut sélectionner hier, corriger aujourd'hui et prétendre demain qu'elle avait toujours raconté la même histoire. Alors Messali, très vite. Pas une nouvelle biographie. Nous l'avons déjà faite. Quelques dates, quelques chiffres, quelques phrases. Parce qu'ils suffisent. Paris. Année 20. Immigration ouvrière algérienne. Étoile nord-africaine. Vers la fin des années 20, elle rassemble plusieurs milliers d'adhérents selon les sources utilisées par Stora. Février 1927, Bruxelles. Congrès anti-impérialiste. Messali réclame le retrait des troupes françaises, une armée nationale et un parlement algérien élu au suffrage universel. Il n'attend pas le FLN pour prononcer le mot indépendance. 1933. L'Étoile renaît avec un programme mêlant indépendance, réforme agraire et orientation sociale. 1936. Alger. Des milliers de personnes. Messali prend symboliquement une poignée de terre. Cette terre, dit-il en substance, ne se vend pas. Stora décrit l'effet du discours comme considérable dans les masses algériennes. 1937. PPA. Et regardez son programme social. Petits commerçants, artisans, ouvriers, petits fellahs, étudiants, profession libérale. Un nationalisme à base populaire et interclassiste. Pourquoi j'insiste ? Parce que le récit rétrospectif peut donner l'impression que le nationalisme aurait trouvé sa forme naturelle et définitive avec le FLN. Non. Le FLN est l'héritier, le concurrent et finalement le vainqueur d'une histoire politique plus ancienne que lui. Et personne ne le dit plus nettement qu'Habib Bourguiba. 1959, président tunisien, combattant anticolonial, chef d'un État indépendant. Il écrit à Messali. Il lui rappelle que la liberté du peuple algérien fut le but de sa vie, qu'il avait affirmé l'existence d'une nation algérienne lorsque beaucoup parlaient encore d'assimilation, qu'il avait formé des milliers de militants. Puis cette sentence, l'histoire retiendra que tu as été le père du nationalisme algérien. Arrêtons-nous. Bourguiba dit cela en 1959, pendant la guerre. Pas après une réhabilitation officielle. Pas 50 ans plus tard. Père du nationalisme algérien. Alors comment devient-on ensuite l'homme encombrant ? C'est ici que commence la véritable histoire. Pas parce que Messali aurait toujours eu raison. Il pouvait être autoritaire, intransigeant, attaché à son leadership. Son mouvement n'était pas une démocratie idéale. Les organisations indépendantistes de cette époque possédaient leur discipline et leur verticalité. Stora rappelle d'ailleurs que l'Étoile elle-même adopte des structures influencées par le modèle communiste, avec cellules, comité central et centralisme démocratique. Mais rien de cela ne permet d'effacer le fait principal. Avant le FLN, il existait déjà une masse militante indépendantiste algérienne, et Messali en fut l'un des principaux organisateurs. Et son nationalisme n'était pas celui d'un notable confortablement installé au sommet de la société coloniale. Stora décrit une immigration algérienne composée très majoritairement de jeunes hommes, vivant souvent dans des conditions extrêmement dures, entassés dans les cafés-hôtels, confrontés aux maladies et à la précarité. Un rapport de 1934 parle d'un prolétariat particulièrement misérable. La tuberculose représente alors la moitié des décès parmi certains jeunes adultes algériens de Paris mentionnés dans cette étude. Les cafés deviennent à la fois refuges, lieux de solidarité, bureaux de placement et espaces de réunion politique. C'est là que se construit une partie du nationalisme messaliste, pas dans un palais, dans l'immigration ouvrière. Et voici un détail qui rejoint directement l'histoire sociale de mon père. Après son service militaire, Messali revient à Tlemcen. Il travaille chez plusieurs patrons musulmans. Dans ses mémoires, il décrit un travail épuisant, harassant, contraire selon lui aux droits des travailleurs. Il affirme même qu'on ne lui fixait pas toujours clairement son salaire à l'embauche. Voilà pourquoi je refuse également l'image d'une société musulmane algérienne socialement homogène. Il y avait le colonisé et le colonisateur. Oui. Mais il y avait aussi le patron musulman et l'ouvrier musulman, le propriétaire et le kamès, le notable et le journalier, le bachaga,
la petite bourgeoisie, les pauvres, les dépendants. L'inégalité coloniale existait. L'inégalité sociale interne aussi. L'une n'annule pas l'autre. Mon père avait grandi dans ce monde-là. Sidi Khaled, Ziban, région pauvre, sous-administrée. Et dans son expérience personnelle, un journalier pouvait parfois se sentir mieux payé ou davantage considéré chez un propriétaire européen que chez certains propriétaires musulmans. Je ne transforme pas son expérience en statistique générale, mais elle compte, parce qu'elle explique pourquoi un homme du peuple pouvait vouloir l'indépendance et simultanément ne pas croire que tous ses problèmes disparaîtraient simplement parce que le propriétaire, le chef ou le nouvel homme puissant serait musulman. Oui, mon père voulait l'indépendance. Oui, mon père devint harki. Les deux sont vrais. Et cette coexistence devrait suffire à faire comprendre que l'indépendance de l'Algérie et le monopole politique du FLN ne sont pas deux notions synonymes. Puis 1954. FLN, MNA. Deux organisations, deux légitimités, deux réseaux, une même revendication centrale, indépendance, et une question terrible. Qui aura le droit d'incarner l'Algérie? Ici commence ce que le récit unitaire supporte mal. Des Algériens affrontent des Algériens. En Algérie, en France, dans les maquis, dans les cafés, dans les usines, dans les syndicats, les deux camps pratiquent la violence. Il ne s'agit pas de blanchir le MNA. Mais les rapports de force deviennent progressivement très déséquilibrés et le FLN entreprend d'imposer son monopole politique. Après les ralliements des centralistes, de l'UDMA, de religieux et du Parti communiste algérien, Stora observe qu'à partir de l'été 1956, le MNA demeure la principale organisation nationaliste indépendante du FLN et se retrouve sous une offensive politique considérable. Et au cœur de cette guerre existe une phrase que l'histoire officielle devrait faire apprendre autant que les proclamations héroïques. Une directive attribuée à Aban Ramdan dans la lutte contre le messalisme, « Tout messaliste conscient doit être abattu sans jugement ». Cette phrase a été rapportée dans les travaux historiques sur Aban et la compétition FLN-MNA. Elle ne transforme pas tout le FLN en une seule machine uniforme, mais elle révèle la nature de certaines méthodes utilisées pour imposer le monopole révolutionnaire. Puis regardez ce que Messali propose après Melouza. Un jury d'honneur, une trêve, une table ronde ouverte sans exclusive aux représentants du nationalisme algérien. Stora souligne qu'il refuse ainsi de se présenter comme l'unique interlocuteur valable et précise ne pas avoir retrouvé, pour cette séquence, de propositions équivalentes venant du FLN. Cela n'efface aucun crime du MNA. Cela détruit simplement la caricature de Messali comme homme refusant toute pluralité tandis que le FLN aurait naturellement représenté tout le monde. Et maintenant les morts. France. Septembre 1957, l'USTA, syndicat messaliste, des Algériens, ouvriers, nationalistes, indépendantistes. 1er septembre, Messali appelle publiquement à mettre fin au règlement de compte. Il parle de morts et de blessés parmi les ouvriers, petits commerçants et étudiants. Il affirme que cette effusion de sang menace la cause algérienne elle-même. Puis la chronologie devient glaçante. 20 septembre. Ahmed Semaché, responsable parisien de l'USTA, assassiné. 24 septembre. Melouli Saïd, responsable USTA chez Renault, assassiné. Le même jour, Hossein Maroc tombe sous les balles d'un commando. 26 octobre. Ahmed Bekat, secrétaire général de l'USTA, retrouvé assassiné dans un terrain vague à Colombes. Et je pose une question simple. Pourquoi ces hommes sont-ils si peu connus? Ils réunissent pourtant toutes les caractéristiques susceptibles d'en faire des figures du mouvement national. Algériens, ouvriers, anticolonialistes, syndicalistes, indépendantistes. Mais ils présentent un problème mémoriel majeur. Leurs assassins ne sont pas les colonisateurs.
Voilà exactement ce que Lydia Aïd Saadi permet de comprendre lorsqu'elle montre comment les luttes intestines peuvent disparaître de l'histoire scolaire au bénéfice d'un récit national cohérent. Le héros collectif ne doit pas apparaître en train de tuer un autre héros collectif. Alors, le récit simplifie. L'adversaire extérieur fournit le mal. L'unité intérieure fournit le bien. Tout ce qui brouille la frontière devient gênant. Mais l'histoire n'obéit pas à cette architecture morale. Melouza existe. Les assassinats de syndicalistes existent. Les commandos existent. Les représailles du MNA existent aussi. Bellounis existe. Et Bellounis lui-même oblige à la nuance, militant PPA puis MTLD, chargé par Messali de groupes armés du MNA, encerclé par le FLN, il accepte plus tard une aide française et finit par rompre publiquement avec Messali. C'est exactement le genre de trajectoire que la propagande adore écraser. On prend sa dernière position, on la projette rétrospectivement sur toute sa carrière, puis on transforme tout le mouvement auquel il avait appartenu en collaboration. Voilà comment un itinéraire complexe devient une étiquette. Et c'est aussi ainsi qu'on fabrique le mythe du peuple unanime. On ne démontre pas que le peuple était unanimement FLN. On élimine progressivement les organisations concurrentes. Puis, une fois le monopole obtenu, on utilise ce monopole comme preuve que l'on avait toujours représenté tout le peuple. C'est un raisonnement circulaire. Le vainqueur élimine ses rivaux. Puis leur disparition devient la preuve qu'ils ne représentaient personne. Et maintenant je quitte les organisations. Je retourne à Sidi Khaled. Parce que le dossier devient beaucoup plus sérieux lorsque les sigles retrouvent des visages. Mon père, une ARCA, une SAS, des prisonniers messalistes ou bellounistes, des Algériens, des hommes qui avaient pris les armes dans un autre camp. Mon père m'a raconté leur avoir donné de l'eau, avoir pris soin d'eux, leur avoir parlé. Il leur conseillait, lorsqu'ils étaient capturés, d'expliquer qu'ils avaient justement envisagé de se rendre à l'armée française. Peut-être cette phrase a-t-elle évité à certains une détention plus lourde. Peut-être pire, je ne peux pas le démontrer individu par individu. C'est une mémoire familiale et je la présente comme telle. Mais elle dit quelque chose d'essentiel. Les hommes réels étaient souvent moins fanatiques que les catégories auxquelles on les assignera ensuite. Un autre soir, un groupe armé vient chez mon père. Il ne vient pas nécessairement pour l'abattre. Il parle, il discute. Là encore, la scène est presque impossible à faire entrer dans le récit binaire. Le harki, le maquisard, deux Algériens, une conversation, même pays espéré. Choix politiques différents. Puis, en 2006, j'entends dans cette région une phrase qui m'est restée. Ceux qui nous ont fait du mal, ce sont les autres. Les autres. Pas nécessairement les Français. Les autres Algériens. Tout un pan de mémoire locale tient peut-être dans ces 4 mots. Quelques dizaines de kilomètres plus loin. Ouled Djellal. Là encore, cette chaîne connaît le dossier. Nous avons déjà consacré un podcast aux maquis bellounistes et aux affrontements de cette région. Je n'y reviens donc qu'un instant. Parce que pour moi, Ouled Djellal n'est pas seulement une carte militaire. 2 cousins de ma mère figurent parmi les jeunes victimes dont notre famille a conservé la mémoire. Ils n'avaient pas 25 ans. 2 jeunes hommes. Voilà ce que devient la guerre fratricide lorsqu'on enlève FLN, MNA, ALN, SAS, ANPA. 2 garçons morts avant d'avoir 25 ans. 2 familles. 2 absences. Et puis la question des fosses. Du charnier évoqué localement à Ouled Djellal. D'autres sites également. Kenchela dans un autre contexte, celui des purges internes de l'ALN. Ici je veux être extrêmement rigoureux. Une mémoire locale n'est pas une expertise médico-légale. Un site supposé n'est pas automatiquement un charnier scientifiquement établi. Il faut des archives, des témoignages convergents, des fouilles, des identifications. Mais alors la question devient précisément celle-ci. Pourquoi ces recherches ne sont-elles pas systématiquement faites, plus de 6 décennies après l'indépendance? Où sont les inventaires complets des fosses liées aux violences intra-algériennes? Où sont les identifications? Où sont les responsabilités établies au cas par cas? Où sont les familles? Cette question ne vise pas à relativiser les crimes coloniaux. Au contraire,
La France doit ouvrir les archives nécessaires. L'Algérie est parfaitement fondée à réclamer les informations sur ces disparus. Mais l'exigence devient universelle, ou elle cesse d'être morale. Si une fosse contenant des Algériens tués par l'armée française mérite la vérité, une fosse contenant des Algériens tués par d'autres Algériens la mérite exactement autant. Pas 80%. Pas lorsqu'elle devient politiquement commode. Exactement autant. Puis vient peut-être l'une des ironies les plus cruelles de toute cette histoire. Messali Hadj a consacré l'essentiel de sa vie politique à réclamer l'émancipation puis l'indépendance de l'Algérie. Bien avant la naissance du FLN, bien avant novembre 1954, il a connu les interdictions, la prison, la surveillance, les déplacements forcés, les résidences imposées, l'éloignement. Puis il voit progressivement le mouvement qu'il a construit perdre la bataille contre son concurrent. Et un matin, la guerre entre nationalistes algériens vient presque le chercher jusque dans sa promenade quotidienne. 17 septembre 1959. Gouvieux, près de Chantilly. 11h30. Messali quitte son domicile accompagné de 4 gardes du corps. Quelques minutes plus tard, un feu nourri éclate depuis un bois voisin. Les assaillants sont dissimulés derrière les arbres. Revolvers, rafales de mitraillettes, grenades. Messali est mis à l'abri. Ses gardes ripostent. L'un d'eux est grièvement blessé. 2 assaillants mourront. Messali, lui, échappe aux balles. Et ici, soyons rigoureux. Le 19 septembre, Le Monde écrit que l'identité des 2 assaillants tués semble confirmée, que l'attentat a été ordonné par le FLN. Mais le FLN rejettera ensuite officiellement cette responsabilité et l'enquête ne l'établira pas définitivement. Nous ne transformerons donc pas une forte présomption contemporaine en certitude judiciaire. Ce dont nous sommes certains, en revanche, c'est du contexte. La guerre FLN-MNA ensanglante alors la métropole et les règlements de compte entre militants des 2 organisations se multiplient. Et écoutez maintenant les mots de Messali après avoir échappé à la mort. Il constate que jadis les adversaires s'affrontaient dans des réunions publiques et que désormais c'est un autre exercice. Puis il annonce qu'il continuera son combat. Quelques semaines plus tard, il affirme encore publiquement « Nous sommes pour un gouvernement des Algériens par les Algériens ». Voilà le paradoxe dans toute sa brutalité. Celui qui demeure indépendantiste est simultanément devenu l'ennemi mortel d'autres indépendantistes. Celui qui avait contribué à faire entrer l'idée nationale dans les masses algériennes voit désormais ses militants pourchassés par l'organisation qui finira par incarner officiellement cette indépendance. Le nationalisme algérien n'est donc pas, à cet instant, ce fleuve tranquille et unanime que certaines reconstructions ultérieures laisseront imaginer. Il est aussi une guerre pour déterminer qui aura le droit de parler au nom de l'Algérie. Puis le FLN gagne, pas seulement militairement ou politiquement. Il gagne aussi la bataille de la légitimité. L'indépendance arrive. Juillet 1962. Et Messali ne revient pas s'installer dans l'Algérie pour laquelle il avait combattu pendant des décennies. C'est peut-être ici que son destin devient presque tragique. Imaginez simplement la scène. L'Algérie est indépendante. Le drapeau pour lequel des générations de militants ont combattu flotte désormais sur Alger. Mais l'un des principaux fondateurs du nationalisme indépendantiste algérien regarde cette indépendance depuis la France. Il vieillit à Gouvieux. L'homme qui avait réclamé un gouvernement des Algériens par les Algériens ne participera pas au gouvernement de l'Algérie. Il ne retrouvera pas davantage sa place dans la vie politique de son pays. Le vainqueur de la guerre de souveraineté est devenu le vaincu de la guerre de légitimité. Puis encore plus extraordinaire, marine algérienne, sous-marin d'attaque, nom, Messali El Hadj. Alors je reviens à mon salon de coiffure. L'homme que cet Algérien connaissait si peu équipe désormais symboliquement la défense nationale de son pays. Comment mieux démontrer qu'une mémoire officielle peut faire, défaire, puis refaire ses héros? Et pourtant, l'ancien récit ne disparaît pas instantanément. 2011. Saïd Abadou, alors figure importante de l'Organisation nationale des Moudjahidines, continue publiquement de présenter Messali comme un traître et les messalistes comme collaborateurs. Le même moment voit pourtant colloques, publications et reconnaissance institutionnelle de Messali.
Cette coexistence est extraordinaire. Dans le même pays, au même moment, Messali est devenu assez national pour donner son nom à des institutions et reste assez hérétique pour être traité de traître par des gardiens de l'ancienne légitimité révolutionnaire. Voilà une guerre de mémoire, pas une théorie, une guerre visible. Puis vient juin 1974. Messali Hadj meurt à Gouvieux le 3 juin, à 76 ans selon la datation retenue notamment par France Archives. Et là se produit quelque chose d'extraordinaire. Messali n'a pas retrouvé l'Algérie indépendante de son vivant. Son corps, lui, va la retrouver presque immédiatement. Il ne faut donc surtout pas raconter qu'il aurait fallu attendre les années 90 pour rapatrier sa dépouille. Ce serait faux. Ce qui attendra les années 90, ce n'est pas son corps. C'est sa réapparition massive dans la mémoire publique. 6 juin 1974. Sa famille prend la direction de l'Algérie. Le cercueil passe par Marseille, puis Oran. Les témoignages de l'époque décrivent les formalités, l'attente, les proches, les anciens compagnons. Puis le cortège gagne Tlemcen. 7 juin. Sa ville natale. La grande mosquée ne peut contenir tous ceux qui sont venus. Le cercueil est porté par des hommes. Des femmes accompagnent également le cortège. Des youyous éclatent. Des compagnons historiques sont présents. Et une foule immense accompagne Messali jusqu'au cimetière de Sidi Senouchi. Arrêtons-nous ici, parce que cette foule est une archive à elle seule. Elle oblige à poser une question simple. Qui sont tous ces gens? Si Messali avait réellement disparu du cœur et de la mémoire des Algériens, pourquoi viennent-ils? Si l'histoire du nationalisme algérien avait été depuis toujours celle d'un peuple unanimement rassemblé derrière une seule organisation, pourquoi cette foule autour du cercueil de l'homme qui avait précisément perdu la guerre contre cette organisation? Et maintenant, regardez l'autre Algérie, celle de l'État. Le contraste est saisissant. Selon le récit publié à partir des témoignages de sa famille, El Moudjahid annonce sa disparition par un bref entrefilet dans ses pages intérieures. Pas de grande célébration nationale. Pas de réécriture immédiate de son statut historique. Le corps de Messali est accepté sur la terre algérienne. Mais cela ne signifie nullement que le système politique réintègre immédiatement Messali dans son panthéon. Et voilà pourquoi il faut distinguer deux mémoires, la mémoire d'en bas et la mémoire d'État. L'une peut survivre dans les familles, chez les anciens militants, dans une ville, dans des souvenirs transmis à voix basse. L'autre décide des manuels, des commémorations, des héros officiels, des noms de rues, des cérémonies et de la place accordée aux vaincus. En 1974, les deux ne racontent manifestement pas encore exactement la même histoire, et c'est là que commence la seconde vie de Messali Hadj. Beaucoup plus lente, beaucoup plus politique. Pendant des années, son nom demeure encombrant, non parce qu'il serait possible d'effacer totalement l'homme. C'est impossible. L'étoile nord-africaine, le parti du peuple algérien, le MTLD, les grandes mobilisations populaires. Toute une génération de cadres nationalistes est passée par cet univers. Mais reconnaître pleinement Messali oblige à reconnaître quelque chose de beaucoup plus embarrassant. Le FLN n'est pas né dans un désert politique. Il n'a pas inventé le nationalisme algérien en novembre 1954. Il a hérité d'hommes, de militants, de réseaux, d'un vocabulaire, d'une culture de mobilisation et d'une histoire qui existait avant lui. Et surtout, il a dû combattre une partie de ces hommes pour conquérir le monopole de la représentation nationale. Puis quelque chose se fissure. Année 90. L'Algérie change. Le pluralisme politique s'ouvre difficilement. Une presse privée apparaît. Les anciens interdits historiques commencent à remonter à la surface. Et soudain, Messali revient dans les journaux. Benjamin Stora relève un événement extraordinairement révélateur. Dès 1990, El Watan pose en une la question. Faut-il réhabiliter Messali Hadj? Rien que cette question raconte 30 années de mémoire officielle. Car on ne demande pas s'il faut réhabiliter un homme qui aurait occupé depuis 1962 la place correspondant naturellement à son importance historique. Le mot lui-même révèle le problème. Pourquoi faut-il le réhabiliter? Qui l'avait relégué? De quoi fallait-il le faire revenir? Et surtout, si l'histoire officielle avait été complète, pourquoi cette question devenait-elle soudain nécessaire? 1998.
centenaire de sa naissance. Un ouvrage d'hommage consacré à Messali paraît à Alger, puis des textes sont publiés, des recherches apparaissent, des historiens travaillent, la presse enquête, la mémoire jusque-là périphérique commence à pénétrer l'espace public. Stora décrit précisément cette période comme celle des retours de mémoire dans une Algérie où l'histoire devient elle-même objet d'investigation journalistique. Et comprenez bien ce qui est en train de se produire. Messali est enterré à Tlemcen depuis près d'un quart de siècle. Mais historiquement, il est encore en train de rentrer. Voilà le paradoxe. Le cercueil était revenu en 4 jours. Il aura fallu des décennies pour que le récit national commence à faire le même voyage. Et le mouvement ne s'arrête plus. La reconnaissance devient progressivement institutionnelle. L'homme autrefois marginalisé dans la mémoire officielle se retrouve associé à des symboles de l'État algérien. L'aéroport de sa ville natale devient Tlemcen Zenata Messali El Hadj. Les sources disponibles situent cette dénomination sous Abdelaziz Bouteflika en 2011. Prenons la mesure du symbole. Un voyageur débarque désormais à Tlemcen dans un aéroport portant le nom de l'homme qui n'avait pas retrouvé sa place dans l'Algérie indépendante de son vivant. Ce n'est plus une tombe. Ce n'est plus une réunion d'anciens militants. Ce n'est plus un livre d'historiens. C'est l'État qui inscrit son nom dans le paysage national. Et puis vient peut-être l'image la plus spectaculaire de toutes. La marine algérienne possède un sous-marin baptisé Messali El Hadj, numéro 021, un bâtiment militaire algérien. Un instrument de souveraineté nationale, portant le nom de Messali. Arrêtons-nous une seconde sur cette coque noire, parce qu'elle raconte presque à elle seule l'étrangeté de cette histoire. L'homme dont le mouvement fut écrasé dans la lutte fratricide avec le FLN. L'homme qui échappa en 1959 à une tentative d'assassinat que la presse de l'époque relia fortement au FLN, même si celui-ci en nie la responsabilité. L'homme qui vit son rival conquérir le monopole de la représentation nationale. L'homme qui mourut en France. L'homme dont la disparition n'obtint en Algérie officielle qu'une reconnaissance extrêmement discrète. Cet homme donne désormais son nom à un navire de guerre de l'État algérien. Alors je pose une question. Qui a changé? Messali ou le récit? Messali, lui, n'a évidemment pas changé. Il est mort en 1974. Son passé n'a pas changé. L'étoile nord-africaine n'a pas changé. Le PPA n'a pas changé. Le MTLD n'a pas changé. La guerre FLNMNA n'a pas changé. Melouza n'a pas changé. Les militants messalistes assassinés ne sont pas revenus. Ce qui a changé, c'est ce que l'Algérie officielle pouvait reconnaître de sa propre pluralité historique. Et c'est ici que la réhabilitation de Messali devient beaucoup plus dérangeante qu'un simple hommage. Car réintégrer Messali, c'est nécessairement compliquer le récit d'une révolution parfaitement homogène. Si Messali mérite aujourd'hui un aéroport et un sous-marin, alors son rôle historique était réel. S'il était réel, les centaines de milliers d'Algériens passés à un moment ou à un autre par les organisations issues de son mouvement ne peuvent pas être réduits rétrospectivement à une parenthèse sans importance. Et si le MNA fut suffisamment puissant pour mener une guerre meurtrière contre le FLN jusque sur le territoire français, alors le peuple algérien n'était pas politiquement un bloc uniforme, attendant simplement que le FLN vienne lui donner une voix. La victoire du FLN est un fait historique. L'unanimité rétrospective du peuple derrière le FLN est autre chose. Et voici maintenant la question qui me dérange davantage encore. On a fini par rendre Messali à l'Algérie. Mais a-t-on rendu les messalistes à l'histoire? Qu'en est-il des ouvriers algériens assassinés dans la guerre FLN-MNA en France? Des syndicalistes de l'USTA? Des familles de Melouza? Des maquisards bellounistes? Des hommes exécutés parce qu'ils avaient choisi le mauvais nationalisme? Des survivants demeurés en France pendant des décennies? De ceux qui, en Algérie, ont appris que certains souvenirs étaient plus prudents à conserver dans la famille qu'à raconter publiquement? Qu'en est-il de leurs enfants, de leurs petits-enfants, et de tous ceux qui découvrirent parfois très tard que l'histoire familiale qu'on leur avait transmise ne ressemblait pas exactement à celle qu'ils avaient apprise à l'école? C'est là que le sous-marin Messali El Hadj devient presque une métaphore involontaire. Le nom du chef flotte désormais, ou plutôt navigue,
sous les couleurs de l'État qui avait longtemps marginalisé son héritage. Mais derrière ce nom se trouvent encore des milliers d'autres noms. Ceux-là n'ont pas d'aéroport, ils n'ont pas de sous-marin, ils n'ont parfois même pas une plaque, et certains n'ont plus qu'une mémoire familiale. Voilà pourquoi je ne veux pas remplacer un roman national par un autre. Il ne s'agit pas de fabriquer aujourd'hui un Messali infaillible pour remplacer un FLN infaillible. Ce serait commettre exactement la faute que nous dénonçons. Messali doit lui aussi être étudié dans ses contradictions, ses choix, ses erreurs, ses rivalités. Le MNA doit être soumis aux archives avec la même exigence que le FLN. Mais reconnaître les fautes d'un vaincu n'autorise jamais le vainqueur à l'effacer. Et peut-être est-ce finalement cela, la leçon de cette histoire. En 1974, Messali revient en Algérie dans un cercueil. Dans les années 90, son histoire commence véritablement à revenir dans le débat public. Puis l'État lui rend progressivement une place dans ses symboles. Un aéroport, un sous-marin, un nom que l'on peut de nouveau prononcer comme celui d'un fondateur du nationalisme algérien. Mais entre le cercueil de Tlemcen et la coque du Messali El Hadj, il y a plusieurs décennies de silence, de sélection et de reconstruction mémorielle. Et cette distance raconte peut-être davantage l'histoire du récit national algérien que n'importe quel discours. Mais si Messali revient progressivement dans l'histoire nationale, une question demeure. Et les autres? Parce qu'un homme peut être réhabilité. Un aéroport peut recevoir son nom. Un bâtiment militaire peut porter sa mémoire. Mais derrière Messali Hadj, il y avait des militants, des ouvriers, des commerçants, des syndicalistes, des familles, des femmes, des hommes qui collectèrent de l'argent, d'autres qui distribuaient des tracts, d'autres encore qui ne militaient presque pas, mais fréquentaient le mauvais café, connaissaient le mauvais homme, habitaient le mauvais quartier. Et en France, leur histoire s'est parfois terminée sur un trottoir, dans l'arrière-salle d'un café, devant un garni, au pied d'un immeuble. La guerre d'Algérie ne s'est pas seulement déroulée dans les djebels. Elle a traversé Paris, Lyon, Lille, Roubaix, Grenoble, Saint-Étienne, Clermont-Ferrand. Et dans cette guerre à l'intérieur de la guerre, FLN et MNA se sont affrontés avec une violence qui reste vertigineuse. En métropole, la guerre fratricide aurait provoqué environ 4000 morts, algériens pour l'immense majorité. 4000. Arrêtons-nous sur ce chiffre. 4000 morts dans un conflit entre deux organisations qui prétendaient, toutes les deux, libérer le même pays. Et il faut être honnête jusqu'au bout. Le MNA a tué lui aussi. En France, Le Monde rappelle même que le premier assassinat dans l'engrenage est attribué au MNA au printemps 1956. Puis le FLN entre à son tour dans cette guerre clandestine. Les groupes armés s'autonomisent. Les représailles répondent aux représailles. Le journal emploie une expression terrible. La vendetta finit par remplacer l'opération politique. Voilà pourquoi notre podcast consacré à cette guerre des cafés, déjà disponible sur cette chaîne, est indispensable pour comprendre Messali. Parce que raconter seulement le duel Messali-FLN au sommet serait encore raconter l'histoire par les chefs. La véritable facture a été payée en bas. Et parmi ces visages, il y en a un que je veux sortir quelques instants de l'oubli. Une femme, Aïcha Bari, originaire de Biskra, militante du MNA à Lyon. Une femme suffisamment importante pour qu'un ancien cadre du FLN, interrogé beaucoup plus tard par l'historien Marc-André, se souvienne encore d'elle comme de l'égérie du MNA. Elle se rend auprès de Messali. Elle transmet des instructions. Elle participe aux réunions. Elle évolue dans un univers politique presque entièrement masculin. Et son adversaire lui-même, Salah Khalef, ancien responsable FLN à Lyon, la décrit des décennies plus tard comme une femme instruite, courageuse, capable de venir provoquer verbalement ses adversaires jusque dans leur café. Puis l'historien lui pose une question. Avait-il existé une mission pour la tuer? La réponse de l'ancien responsable est stupéfiante. Oui. Un ordre avait été reçu. Il affirme cependant que son groupe refusa de l'exécuter parce qu'elle était une femme. Mais Aïcha Bari n'échappe pas à la violence. Octobre 1960. Rue Moncey, à Lyon.
elle est atteinte par balle. Un passant européen est blessé au cours de la même série d'agressions. L'année suivante, la presse du MNA lui rend hommage et affirme qu'elle a été agressée à plusieurs reprises et grièvement blessée. Et son histoire détruit encore un raccourci. Les femmes n'étaient pas seulement les épouses silencieuses des militants. Les recherches contemporaines sur le MNA montrent qu'elles participaient au réseau et que, lorsque la guerre pénétrait dans les familles, femmes et même enfants pouvaient devenir les victimes de cette violence politique. Alors faisons quelque chose que les récits nationaux aiment rarement faire. Regardons les morts sans commencer par leur demander leur carte politique. Un militant FLN assassiné par le MNA reste une victime. Un militant MNA assassiné par le FLN reste une victime. Un policier tué dans cette guerre reste un mort. Un commerçant exécuté dans son établissement reste un mort. Un ouvrier abattu pour avoir refusé une cotisation reste un mort. Un passant atteint parce qu'il se trouvait là reste une victime. Une femme blessée parce qu'elle militait pour le mauvais mouvement ne devient pas moins algérienne parce que son organisation a perdu. Même les policiers d'origine algérienne se retrouvent pris dans cette guerre. Le 12 mai 1960, Mohamed Oulhadj Ibazizen, 22 ans, officier de police adjoint, est tué dans un café parisien alors qu'il enquête précisément dans le contexte de cette guerre des cafés. Voilà ce que signifie réellement une guerre fratricide. Elle brouille toutes les catégories confortables. Il n'y a plus seulement le colonisateur d'un côté et le colonisé de l'autre. Il y a des Algériens qui veulent l'indépendance et qui tuent d'autres Algériens qui veulent également l'indépendance. Des familles algériennes qui pleurent un fils tué par d'autres Algériens. Des hommes qui ont combattu la France et qui seront néanmoins expulsés du récit de la libération parce qu'ils n'avaient pas choisi le vainqueur. Et c'est peut-être précisément pour cela que cette histoire demeure si difficile à intégrer dans un roman national construit autour de l'unité. Elle démontre que l'indépendance fut simultanément une guerre contre la puissance coloniale et une lutte féroce pour savoir qui représenterait politiquement l'Algérie. Puis il faut revenir en Algérie. Mekta Kasbah, Melouza, 28 et 29 mai 1957. Nous avons déjà consacré plusieurs passages de cette chaîne à ce massacre, et je ne vais donc pas refaire ici tout le dossier. Mais il faut rappeler l'essentiel. Des habitants soupçonnés de sympathie messaliste sont rassemblés. Les chiffres diffèrent selon les sources, mais plus de 300 hommes et adolescents sont massacrés. Les archives photographiques de l'ESEPAD conservent encore les images des survivants, des funérailles, de la Djema'a où furent retrouvés des dizaines de corps. Ce qui m'intéresse aujourd'hui vient après. Beaucoup après. Parce qu'une tuerie dure quelques heures, une réputation de traître peut traverser 3 générations. En 2012 encore, El Watan recueillait à Beni Ilman des témoignages sidérants. Un ancien responsable local expliquait que les habitants restaient associés à Melouza. Un professeur racontait que, au collège, au lycée ou pendant le service national, être identifié comme originaire de Beni Ilman pouvait encore valoir l'insulte de Harki. Lisez bien la date. 2012. 55 ans après le massacre. Des enfants et petits-enfants pouvaient encore hériter symboliquement de l'accusation portée contre leurs ascendants. Voilà ce que produit une histoire lorsqu'elle n'est pas travaillée. Le meurtre tue une personne. Le mensonge transmis peut condamner sa descendance. Et c'est ici que je veux quitter un instant la politique pour poser une question morale. Que fait-on à une famille lorsque son père a été assassiné comme traître, puis que ses enfants doivent encore expliquer qu'il ne l'était pas? Que fait-on à un village lorsque ses morts sont soupçonnés jusque dans leur tombe? Que fait-on à une nation lorsque le vainqueur possède pendant des décennies le privilège de déterminer qui était martyr et qui était traître? L'écrivain algérien Anouar Ben Malek l'a formulé avec une grande force à propos de Melouza. Les descendants ont dû vivre à la fois avec la honte et le chagrin, précisément parce que leurs ancêtres avaient été tués après avoir été désignés comme traîtres. C'est là que la responsabilité mémorielle devient immense. Il ne s'agit pas d'accuser l'Algérien né 50 ans après les faits. Il n'en est évidemment responsable en rien. Il s'agit de demander aux institutions, aux historiens, aux enseignants, aux médias et à chacun d'entre nous. Qu'avons-nous fait du mot « traître » ? L'avons-nous interrogé ? Ou l'avons-nous transmis ?
parce qu'un récit historique déformé peut devenir une seconde violence. Il ne ressuscite personne. Mais il peut empêcher les descendants des morts de faire leur deuil en paix. Et puisque l'Algérie inscrit l'islam au cœur de son identité constitutionnelle, permettez-moi une interrogation qui n'est pas politique mais spirituelle. Que devons-nous aux morts, pas seulement aux morts victorieux, pas seulement aux chouhadas officiellement reconnus, aux morts, à tous, à celui qui appartenait au FLN, à celui qui appartenait au MNA, à celui qui ne comprenait rien aux organisations et voulait seulement protéger sa famille, à l'ouvrier, aux paysans, à la femme prise dans la guerre clandestine, à l'adolescent de Mekta Kasbah. Peut-on demander à Dieu de juger les hommes avec justice, tout en continuant, nous, à distribuer des certificats posthumes de patriotisme selon l'organisation à laquelle ils appartenaient? Je ne prétends pas répondre à la place des théologiens. Je pose simplement la question comme fils, comme Algérien d'origine, comme homme attaché à cette histoire. La réconciliation avec les morts ne commence-t-elle pas lorsque nous cessons enfin de leur demander s'ils étaient du côté du vainqueur? Et voici peut-être la découverte la plus émouvante des recherches récentes. Les messalistes n'ont pas disparu avec le MNA. Ils sont devenus des familles. Une étude récente consacrée à l'organisation messaliste en France s'appuie précisément sur des enquêtes de terrain menées dans la région lyonnaise et sur les archives de police. Elle retrouve des familles demeurées profondément marquées par cette expérience. Le chercheur décrit un paradoxe saisissant. Le MNA fut vaincu, ostracisé politiquement, puis largement exclu du récit national algérien. Mais la fidélité, les souvenirs et les traumatismes se sont transmis dans certaines familles. Et contrairement à d'autres groupes issus de la guerre d'Algérie, cette expérience commune n'a pas véritablement produit une communauté mémorielle structurée et visible. Voilà pourquoi ils sont difficiles à voir. Pas parce qu'ils n'existent plus, parce qu'ils n'ont pas construit l'équivalent d'une grande institution mémorielle capable de parler en leur nom. Ils sont dans Lyon, dans le Nord, dans la région parisienne, dans des familles dont les grands-parents avaient choisi Messali, dans des cartons, des photographies, des histoires racontées à table, parfois dans des silences. Et peut-être certains ne retournent-ils plus en Algérie. Mais ici je m'arrête volontairement. Je n'ai pas trouvé de source suffisamment solide permettant d'affirmer qu'il existerait un phénomène général de descendants messalistes refusant de retourner en Algérie. Si nous trouvons leurs témoignages, nous les publierons. Nous ne fabriquerons pas leurs paroles à leur place. Et je veux ici poser une frontière absolument nécessaire. Un messaliste n'est pas un harki. Un harki n'est pas un messaliste. Les trajectoires ont parfois pu se croiser. Elles ont parfois été ennemies. Des maquis messalistes ont combattu l'armée française. Bellounis lui-même commence par combattre les Français avant que la guerre contre le FLN et l'évolution de sa situation ne conduisent à son rapprochement avec l'armée française. Les histoires ne sont donc pas interchangeables. Mais après la victoire du FLN, une mécanique commune apparaît. Le vaincu peut être rejeté hors de la communauté nationale légitime. Et c'est précisément ce qui rend l'insulte « harki » lancée des décennies plus tard contre des descendants de Melouza si révélatrice. Le mot ne décrit plus une catégorie militaire. Il devient une condamnation. Une manière de dire « votre famille était du mauvais côté ». Vous êtes les héritiers des traîtres. Et lorsque l'histoire est réduite à ce vocabulaire, elle cesse d'expliquer. Elle juge par filiation. Voilà donc où nous conduit le sous-marin. Au début, l'image pouvait presque faire sourire par son extravagance. Messali Hadj, l'ancien proscrit, le rival vaincu. Son nom sur un bâtiment militaire de l'Algérie indépendante. Mais après avoir parcouru cette histoire, l'image devient beaucoup plus grave. L'État algérien a fini par reconnaître le chef. Il reste à savoir quelle place la société et l'histoire nationale accordent aux vaincus ordinaires. Le grand homme est relativement facile à réhabiliter. Il suffit d'un colloque, d'un nom d'aéroport, d'une cérémonie, d'un bâtiment. Mais comment réhabilite-t-on 4000 morts d'une guerre fratricide en France? Comment restitue-t-on leur dignité aux familles de Melouza? Comment raconte-t-on aux enfants que leur grand-père pouvait être indépendantiste sans être FLN? Comment explique-t-on qu'un homme ait pu combattre le colonialisme et combattre simultanément le FLN?
Comment inscrit-on dans un manuel scolaire cette phrase pourtant simple? Plusieurs nationalismes algériens se sont affrontés pour l'indépendance et pour le pouvoir. C'est beaucoup plus difficile, parce qu'une telle phrase ne change pas seulement un nom, elle change l'architecture du récit. Et avant de refermer ce dossier, je veux revenir une dernière fois là où, pour moi, cette histoire cesse d'être une histoire de livre. Ouled Djellal. J'y suis allé. J'ai cherché. J'ai interrogé. J'ai recoupé. J'ai lu le témoignage d'un homme de la région. J'ai confronté ce qu'il racontait à ce que ma propre famille m'avait transmis. Et surtout, bien avant que je commence à travailler sérieusement sur cette histoire, mon père m'en avait parlé lorsque j'étais enfant. À l'époque, je n'avais évidemment ni les connaissances ni les archives permettant de mesurer ce qu'il me racontait. Plus tard, ma mère m'a confirmé cette mémoire. Des cousins également. Et 2 cousins de ma mère figurent eux-mêmes parmi les jeunes hommes dont la famille conserve le souvenir comme victimes de cette guerre fratricide. Puis, j'ai retrouvé ce témoin d'Ouled Djellal qui avait accepté de parler publiquement. Lui-même disait avoir appartenu à l'ALN. Et après son témoignage, selon ce qu'il a rapporté, il aurait connu des difficultés avec des autorités locales et se serait retrouvé, à son tour, renvoyé à cette accusation infamante. Harki. Je formule volontairement ce dernier point comme un témoignage et non comme un fait administratif établi parce que cette chaîne a une règle. Lorsqu'une archive existe, nous parlons d'archives. Lorsqu'une famille témoigne, nous parlons de mémoire familiale. Lorsqu'un témoin raconte, nous parlons de témoignage. Nous ne mélangeons pas les trois. Mais lorsqu'ils commencent à se rencontrer, alors nous avons le devoir de chercher davantage. Et c'est précisément ce qui s'est produit dans ma propre histoire. Il y a des années, un homme de ma famille, appartenant à la même tribu, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Ceux qui nous ont fait du mal, ce sont les autres. Les autres. Sur le moment, cette phrase pouvait sembler presque mystérieuse. Les autres qui? L'armée française? Les Européens? Non. Dans sa bouche, les autres, c'étaient d'autres Algériens. Et cette phrase minuscule contenait peut-être davantage d'histoire que bien des discours officiels. Parce qu'elle racontait une Algérie où les appartenances ne correspondaient pas toujours aux catégories que nous avons fabriquées après coup. Une Algérie où l'on pouvait vouloir l'indépendance et refuser le FLN. Une Algérie où l'on pouvait être messaliste et combattre les Français, puis combattre le FLN. Une Algérie où l'on pouvait appartenir au FLN ou à l'ALN, puis se rallier à l'armée française. Une Algérie où des familles entières changèrent de position parce que la guerre, la peur, les représailles et la survie bouleversaient les fidélités. Les archives du commando Georges nous donnent d'ailleurs un exemple spectaculaire de ces trajectoires impossibles à faire entrer dans 2 cases. Cette unité créée en 1959 était constituée essentiellement d'anciens membres du FLN et de l'ALN ralliés à la France. Le CPAD précise que les ralliés représentaient environ les 3/4 de son effectif. Et quelle devise avaient choisi ces hommes? Chasser la misère. Les archives militaires expliquent que, pour eux, cette misère était celle qu'ils disaient avoir connue dans le maquis et qu'ils attribuaient à la rébellion. Ce témoignage ne dit évidemment pas toute la guerre d'Algérie. Mais il pulvérise une représentation trop confortable. FLN hier, Harki demain. Combattant de l'indépendance à un moment, combattant aux côtés de la France quelques mois plus tard. Alors que faisons-nous de cet homme? Dans quelle case le rangeons-nous? Traître? Patriote? Résistant? Collaborateur? Et si la réponse la plus honnête était simplement un homme pris dans une guerre civile à l'intérieur d'une guerre de décolonisation? Et c'est ici qu'une immense enquête reste à mener. Combien d'anciens messalistes ont fini dans les formations supplétives françaises? Combien d'anciens maquisards, MNA ou bellounistes ont ensuite traversé la Méditerranée avec les familles de Harkis? Combien ont connu Rivesaltes, le Larzac, Saint-Maurice-l'Ardoise, Bias ou les hameaux de forestage? Nous savons que ces passages ont existé. Bellouni et une partie de ses hommes en donnent l'exemple le plus spectaculaire. Un mouvement nationaliste algérien issu du messalisme en vient, dans sa guerre contre le FLN, à coopérer avec l'armée française. Mais nous ne savons pas combien de ces hommes se retrouvent ensuite dans chacune des catégories administratives françaises.
Et je refuse de fabriquer un chiffre simplement parce qu'il serait spectaculaire. C'est précisément une piste d'archives qu'il faudrait désormais ouvrir. Dossiers individuels de rapatriement, liste des camps, dossiers militaires, fonds du service central des rapatriés, archives départementales, témoignages familiaux. Nous savons en revanche que, toutes catégories de harkis et familles confondues, environ 80 à 90 000 personnes arrivent en métropole entre 1962 et 1967. Combien dans cette foule portèrent derrière eux une première histoire messaliste? Voilà une vraie question de recherche. Et l'inverse doit également être posé. Combien de harkis avaient auparavant sympathisé avec le nationalisme messaliste? Combien avaient été MNA? Combien avaient aidé un maquis avant de demander la protection française? Combien avaient un frère dans un camp et un cousin dans l'autre? Là encore, méfions-nous des chiffres imaginaires. Mais retenons l'essentiel. Les trajectoires furent infiniment plus mobiles que les mémoires officielles ne l'ont ensuite laissé croire. Le site officiel consacré à l'histoire des harkis rappelle lui-même que « harki » est devenu un terme générique recouvrant des catégories et des parcours différents. Et cela me ramène à mon père. Mon père était harki. Mais mon père ne m'a jamais raconté son Algérie comme un monde partagé entre les bons Français d'un côté et les mauvais indépendantistes de l'autre. Il m'a parlé de la pauvreté, des rapports sociaux, des humiliations, des violences, des hommes du maquis, des prisonniers, des gens qu'il connaissait. Il m'a raconté avoir donné de l'eau et pris soin de prisonniers messalistes ou bellounistes à Sidi Khaled. Il m'a raconté avoir parlé avec certains d'entre eux. Et cette mémoire familiale compte pour moi parce qu'elle rejoint quelque chose que les archives démontrent désormais avec force. Être harki ne signifiait pas nécessairement avoir été hostile à toute idée d'indépendance. Être indépendantiste ne signifiait pas nécessairement avoir été FLN. Et avoir appartenu au FLN ou à l'ALN ne garantissait nullement que l'on y resterait jusqu'à la fin. Le commando Georges en constitue une preuve presque expérimentale. Ces hommes venaient précisément, pour une large part, de l'adversaire. Alors peut-être faut-il enfin accepter ce que cette série nous montre depuis le début. L'Algérie réelle était plus compliquée que l'Algérie racontée après la victoire. Et ce n'est pas une insulte à l'Algérie, c'est exactement le contraire. C'est lui rendre ces hommes, tous ces hommes, messalistes, FLN, ALN, harkis, ralliés, attentistes, paysans qui voulaient simplement conserver leur récolte, ouvriers qui voulaient simplement rentrer vivants du travail, familles qui changeaient de position parce qu'un frère avait été assassiné, hommes qui entraient au maquis puis en sortaient, hommes qui servaient la France tout en souhaitant que leur pays cesse un jour d'être colonisé. Voilà l'Algérie humaine, pas celle des slogans. Et peut-être est-ce finalement là que se trouve la fracture la plus profonde laissée par cette guerre. Il y a ce qui se vit et ce qui se sait à l'intérieur des maisons, et il y a ce qui se dit à l'extérieur. À l'intérieur, un grand-père raconte que son frère était messaliste. Une mère se souvient d'un homme disparu. Un cousin sait où des corps ont été enterrés. Une famille sait pourquoi elle a quitté son village. Un ancien de l'ALN sait parfaitement que l'homme exécuté en face n'était pas un agent de la France, mais son adversaire politique. Un fils de harki sait que son père n'était pas le personnage caricatural décrit pendant des décennies. Tout cela se sait, mais cela se sait chez soi. Et puis on ouvre la porte. Dans la rue, un autre récit commence. Les plaques, les noms, les cérémonies, les discours, les manuels, la télévision, les journaux, les martyrs officiellement reconnus, les héros officiellement reconnus, et parfois les traîtres officiellement désignés. Une mémoire familiale à l'intérieur, une mémoire nationale à l'extérieur. Imaginez ce que cette fracture produit lorsqu'elle dure 3 générations. L'enfant apprend une histoire à l'école et en entend une autre le soir autour de la table. Il voit un héros dans son manuel et entend son grand-père prononcer son nom avec effroi. Il entend le mot « traître » dans la cour et découvre que ce traître était son oncle assassiné. Il voit Messali réapparaître sur un aéroport, puis sur un sous-marin, et se demande pourquoi les hommes qui l'avaient suivi restent, eux, presque sans sépulture mémorielle. C'est peut-être cela, finalement, qu'une société doit réparer. Pas son passé. La fracture entre ce qu'elle sait et ce qu'elle accepte de dire.
L'Algérie n'a pas besoin que l'on remplace le mythe du FLN par le mythe de Messali. Elle n'a pas besoin que l'on transforme les harkis en saints, les messalistes en saints ou leurs adversaires en monstres. Elle a besoin de quelque chose de beaucoup plus difficile. Que chaque famille puisse déposer son histoire dans l'histoire commune sans être sommée de mentir pour appartenir à la nation. Que le petit-fils d'un combattant FLN puisse honorer son grand-père. Que le petit-fils d'un messaliste puisse en faire autant. Que le fils d'un harki puisse prononcer le nom de son père sans accepter l'insulte de traître. Que le descendant d'une victime de Melouza puisse dire « Mon grand-père était algérien, il était nationaliste, il n'était pas FLN, et cela ne faisait pas de lui un ennemi de son pays. » Que la famille d'un ancien de l'ALN puisse reconnaître les crimes commis par son propre camp sans que cela efface son combat contre la colonisation. Voilà une nation réconciliée. Pas une nation où tout le monde raconte la même chose. Une nation où personne n'est obligé de falsifier ses morts pour avoir le droit d'appartenir aux vivants. Et c'est peut-être pour cela qu'Ouled Djellal reste si important pour moi, parce que j'y suis allé avec des questions qui venaient des livres et que j'en suis revenu avec quelque chose de beaucoup plus lourd, la confirmation que certaines histoires avaient survécu là où les récits officiels ne les avaient pas accueillis, dans les familles, dans les regards, dans quelques phrases, dans les souvenirs des vieux, dans ce cousin qui m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Ceux qui nous ont fait du mal, ce sont les autres. » Cette phrase, je ne veux pas l'utiliser pour remplacer une haine par une autre. Je veux exactement l'inverse. Je veux qu'un jour, elle n'ait plus besoin d'être murmurée. Que les morts de Ouled Djellal puissent être étudiés. Que les morts de Melouza puissent être nommés. Que les victimes messalistes puissent être pleurées. Que les victimes du FLN puissent être reconnues. Que les victimes du MNA puissent l'être également. Que les harkis massacrés puissent retrouver leur dignité. Et que personne, surtout personne, ne transmette aux enfants la culpabilité supposée de leur grand-père. Parce que nous ne sommes pas condamnés à hériter de leur guerre. Nous pouvons hériter de leur histoire. Et choisir la vérité. Je m'appelle Salah. Je suis fils de harki. Je ne demande à personne d'aimer le choix de mon père. Je demande simplement qu'on accepte enfin de l'étudier avant de le juger. Et je demande exactement la même justice pour le messaliste assassiné, pour le combattant FLN assassiné, pour l'ouvrier pris dans la guerre des cafés, pour le villageois de Melouza, pour les jeunes hommes d'Ouled Djellal et pour toutes ces familles dont la mémoire est restée trop longtemps enfermée entre quatre murs. Car dehors, les États peuvent écrire leurs récits, les partis peuvent fabriquer leurs héros, les vainqueurs peuvent donner des noms aux rues. Mais dans les maisons, les familles se souviennent. Et parfois, après 50 ans, 60 ans, 70 ans, une porte s'ouvre. Une photographie sort d'un tiroir. Un vieil homme parle. Un fils pose enfin la question. Et l'histoire recommence. La vérité, nous finirons par la connaître. La justice, nous l'obtiendrons. Mais cette fois, pas contre les enfants de l'autre camp. Avec eux. Ensemble.